Ils ont relevé le défi de l'Alia. Studio Kalita vous raconte leur histoire. Alia Story, c'est vous, c'est nous. Salut à tous, bienvenue à toi, Alex Benzekri. On est content de te recevoir, vraiment très content. Moi aussi, c'est un honneur. Et pour nous, c'est très émouvant. Alors Alex Benzekri, peut-être que vous avez déjà entendu son nom. Il est là pour nous raconter son histoire d'Alia, puisqu'il est arrivé très jeune, tout seul, à l'âge de 16 ans. On est en 1990. Et puis, de la ville des Lumières, Paris, à la ville des Pères, la ville de Hebron, où il vit aujourd'hui, c'est tout son chemin qu'il va nous raconter, mais c'est surtout l'histoire d'un attentat sanglant, terrible. Je venais d'arriver en Israël, personnellement. C'est pas souvent que je parle de moi, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a énormément marqué. Ça faisait à peine 3 mois que j'étais là. Bref, et donc je peux pas oublier cette histoire terrible où 12 personnes sont mortes, 18 blessés. Voilà, ça se passait dans la ville de Hebron, un vendredi soir. On va raconter toute l'histoire, mais vous êtes un miraculé, on peut le dire, parce que vous avez été grièvement blessés. Ouais. On va dire c'est plus facile. Ok, et donc on tenait absolument à te recevoir pour dire qu'il y a toujours de l'espoir, que ça ne s'arrête pas, et que quand c'est pas l'heure, c'est pas l'heure. Exactement. Voilà. Alors, tu arrives en 90, on l'a dit, à Kfar Maimon. Kfar Maimon, oui. Tu es arrivé au début, pas du tout pour être un héros d'Israël. J'arrive à Kfar Maimon en première, ouais. Dans la mégamat Sorfati de Kfar Maimon, c'est-à-dire les Français qui arrivent pour passer le bac français dans le programme de Kfar Maimon. Et on est une 60aine de Français. Le point commun entre nous tous, c'est qu'on est venus pour l'aventure. Parce qu'un jour, on a trouvé un dépliant très séduisant sur une table de la synagogue ou de l'espace communautaire avec les paysages du Negev. Et on est venu pour l'aventure. Mais très très vite, cette aventure est devenue beaucoup plus que ça. Est devenue une raison d'être, est devenue une fierté nationale, est devenue quelque chose de fantastique, puisque cette même année 90, qui était l'année de l'Alia de facto, même si au niveau des papiers, c'était pas encore le moment, c'est la première guerre du Golfe. Et lorsque, avant Hanouka, on nous dit il faut repartir en France, parce que toutes les écoles en Israël ferment, vous êtes des mineurs, vous êtes des touristes. On dit on n'est pas des touristes. On veut devenir israélien et on reste. Et les 60 Français de Kfar Maimon sont restés pendant cette fameuse guerre du Golfe. C'est une belle histoire. C'est une belle histoire. Et c'est ça qui nous a forgé cette première approche d'une alia pour devenir israélien, pas pour devenir des Français en Israël. Alors, tu es un amoureux de Hebron, apparemment depuis la première visite, mais c'était pas gagné, parce que pour toi, Hebron, ça voulait pas dire grand-chose, vraiment. Tu te rendais pas vraiment compte. Non, Hebron, c'est un mot qu'on a tous croisé un jour au Talmud Torah, comme la ville des patriarches. Le mot Hebron revient de très nombreuses fois dans la Torah, dans le Tanakh. Mais lorsqu'on y vient pour la première fois en touriste, alors on prend des photos et on fait des grimaces aux Arabes parce qu'on est des enfants, parce que c'est comme ça que ça se passe. Et lorsque le Moré d'Erer, c'est-à-dire le guide, nous présente l'immense bâtisse que le roi Hérode a construit il y a plus de 2000 ans, la bâtisse, le caveau des patriarches, et qui commence à utiliser des termes auxquels on n'est pas habitué, et qui nous dit « Kan kvurim avot haouma israélite » ici sont enterrés les pères de la nation hébreu. Alors là, on se dit « Mais nous, on est français, on est juifs, mais on est des Français. » Et là, tout à coup, on découvre que ce judaïsme, finalement, est bien plus qu'une religion, puisque c'est notre identité nationale. C'est la première fois que tu as eu conscience de ça ? C'est en venant à Hebron et en venant sur le caveau des patriarches qu'il y a eu ce déclic. Cette rencontre, elle était fantastique. Jeune. J'avais 16 ans. Et c'est resté. C'est resté, ça m'a accompagné. Ça s'est étoffé et ça a pris des valeurs et des proportions avec le temps, avec l'étude aussi. Mais ça a été le premier mifgash, la première rencontre avec Hebron. Hebron, quand tu nous tiens, Hebron, nous enlace, Hebron nous attrape. Et un jour, on y retourne pour y habiter. Alors, avant d'y habiter, tu fais la yeshiva, tu fais on va dire juste avant l'armée, puis tu fais l'armée, tu es tireur d'élite chez les Golani.
Oui. Voilà. Tu participes à des tas d'opérations. Tu passes beaucoup de temps au Liban. Bon, bref, comme beaucoup à cette époque. Mhm. Tu deviens israélien, comme on dit. Ouais, comme on dit à l'armée, on devient israélien par les pieds. C'est ça. On dit ce qui rentre pas par la tête rentre par les pieds. On devient effectivement israélien par l'armée, on devient très israélien. Et ensuite, on devient israélien aussi par la vie civile. Alors, quand est-ce que tu décides de t'installer à Hebron? En fait, là, après Kfar Maimon, je décide d'étudier un peu à la yeshiva avant de rentrer à l'armée. Oui, oui. La yeshiva, j'aurais pu aller dans des cadres qui sont plus adaptés au Lech Hadash de France, comme le Machon Meir, comme le Echal Eliyahu, qui sont en fait des cadres toraniques dans lesquels on apprend un limoud, une étude de Torah plus adaptée peut-être à ceux qui viennent de France, qui n'ont pas fait de la Toi, Gemara tu tous les jours. vas dans une yeshiva dure de dur. Moi, je vais dans une yeshiva qui n'est pas du tout adaptée à mon niveau. Très dur, c'est très dur d'étudier là-bas. C'est difficile parce que les Israéliens lisent la Gemara comme moi je lis mes... Je ne veux pas dire mon email parce qu'ils approfondissent un peu plus quand même. On parle de la yeshiva de Nir. Des yeshivat Nir de Kiryat Arba. C'est une Voilà. yeshiva Esder, donc c'est un programme yeshiva armé que beaucoup d'Israéliens suivent. Je suis décalé au niveau de l'étude, je suis décalé au niveau de la langue et au niveau de cette ville de Hebron, mais je peux dire que... T'es décalé au niveau des gens, au niveau de tout, quoi, en fait. Au niveau de T'es tout. complètement à côté, quoi. Je suis, comment T'es dire en à hébreu, côté, complètement dedans. complètement le off mouzar, le français de la yeshiva, Ok. qui fume ses cigarettes sur la terrasse alors que les Israéliens ils supportent pas ça. Donc, Ouais. surtout dans ces milieux-là, on fume pas. Ouais. Et mais très vite, je comprends que ce passage par la yeshiva, au-delà de l'étude, parce que je me donne quand même du mal pour apprendre, au-delà de l'étude, il me permet d'apprendre à connaître la réalité de Hebron, des Yeshuvim dans Yehuda et Shomron, de s'identifier à je ne veux pas dire ce combat, à s'identifier à cette idéologie. Ça veut dire que c'était la réalité des colons, des implantations, des yeshuvim, comme tu veux. Tout ça, c'était loin de toi. Ça voulait rien dire. Non, disons que j'ai toujours eu des avis politiques, même de France, en Israël qu'on pourrait appeler de droite. Mais de là à rencontrer ces gens qui habitent à Kiryat Arba et qui ont une vie complètement différente, plein de gamins partout, et c'est des gens complètement différents. On apprend à... En quoi ils sont différents? Ils sont différents parce que leur vie tourne autour de peut-être plus de valeurs réelles, leur gestion de leur famille, leur gestion même de leurs ordres de priorité. Quand ils se réveillent le matin, c'est pour faire des choses importantes dans la vie. Que ce soit pour éduquer leurs enfants, pour leur donner l'amour de la terre d'Israël et l'amour de cette ville des patriarches qui est Hebron, pour peupler cette terre qui a été désertée pendant trop de temps. C'est des gens qui, quand ils se lèvent le matin, c'est pour faire des choses grandes, des choses importantes. Et lorsque je rencontre certaines personnes très intéressantes à Kiryat Arba, des Français en l'occurrence, je peux citer des noms. Oui, mais vas-y. Roni Akrish, quelqu'un de passionnant, quelqu'un où je suis ses cours depuis cette époque, depuis 1992, et que j'ai plaisir à voir, et qui me rappelle vraiment de bons souvenirs de cette époque-là. Gilon Ben Saïd, également quelqu'un qui, grâce à un shiur à lui, un cours à lui, un vendredi soir, j'ai rencontré ma femme, puisqu'elle y était. C'était un Shabbat Hayé Sarah, donc un Shabbat où des dizaines de milliers de jeunes vont à Kiryat Arba. C'était au shiur de Gilon Ben Saïd. Et d'autres personnes, j'en passe, qui finalement m'ouvrent les yeux et me donnent l'amour de la mentalité des gens de Kiryat Arba et de Hebron. Donc finalement, tu t'y installes. Finalement, je m'y installe en 2000, c'est-à-dire après l'armée, Après l'armée, mais bien sûr, tu as fait aussi des études, puisque tu es ingénieur en informatique, diplômé du Machon Lev. Exactement. Tu as travaillé dans le high-tech à Tel Aviv. À Jérusalem, dans le high-tech de Jérusalem aussi. Tu Tu gagnais très bien ta vie. Tu étais tout à fait sur des rails, prometteurs. Droites et prometteuses. Voilà. Prometteuse, oui. Voilà. C'était tout tracé, quoi, pour toi. C'était tout tracé, un Français qui passe son bac français, et puis tout en habitant à Hebron. Ouais. Voilà, c'est ça. Parce que tu gardais quand même ton idéal, on va dire, de vie, et professionnellement, tu réussissais, tout allait bien pour toi. Tout allait bien pour moi, et ça allait tellement bien que pour un jeune qui vient de finir ses études,
toucher un salaire d'à peu près 15 000 shekels et de travailler dans les bureaux, là où il y a qu'on appelle ça la moquette. On a chic. on les chic, c'est les chics. De temps en temps, on descend dans l'usine pour voir ce qui se passe aussi là-bas, parce qu'il y a aussi des gens. Ouais. Mais on fait partie de l'étage de la moquette. On se la joue un peu. On se la joue un petit peu. Et je pense qu'il y a des événements qui nous recadrent un petit peu. Les événements dont on va parler qui m'ont recadré. Ouais, on va dire ça comme ça. C'est résumé durement, mais bon, ok. Donc, malheureusement, le 15 novembre 2002, on est à Hebron, on est vendredi soir. Et toi, tu fais déjà partie d'une unité on va dire, d'une équipe de sécurité. Ça veut dire que c'est les civils de Hebron qui s'organisent pour se protéger de quoi? Des Arabes voisins pas sympathiques, c'est ça, avec vous? En 2002, on est en pleine deuxième intifada. Ça chauffe à Hebron. Ça chauffe à Hebron, ça chauffe un peu partout, même dans les grandes villes, malheureusement, ça chauffe énormément. Plus de 12 ans avant 2002, presque 15 ans, le responsable de la sécurité de Kiryat Arba, qui s'appelle Yitzhak Bouanish, créait le concept des équipes de sécurité, qui finalement est un corps armé, paramilitaire, on pourrait appeler ça, de gens qui ont servi dans Tsahal, dans des unités combattantes, qui habitent sur le terrain avec leur famille, donc des civils, mais qui sont capables, par une mobilisation très très rapide grâce à un beeper, de laisser tomber la vie de tous les jours, que ce soit le travail, que ce soit les devoirs avec les enfants, la spongia et autres, et d'aller au combat. Voilà. Parce qu'il y a un terroriste qui est entré dans l'implantation ou autre. À Kiryat Arba, l'équipe de sécurité compte à peu près une quarantaine, presque une cinquantaine de combattants. Dans ces mêmes années 2000-2001, j'intègre l'équipe de sécurité. Donc tu es pas très vieux à Hebron, enfin à Kiryat Arba, mais tu rentres dans cette équipe de sécurité. Tu te fais connaître, tu rentres. Oui, je me fais connaître. En tant que tireur d'élite, ça peut aider. Exactement. C'est-à-dire que effectivement, je fais partie de l'équipe qui est bien équipée justement pour tirer à distance, on va dire. Voilà. Ok. Et un soir de novembre, comme on l'a dit, vendredi soir, ton beeper sonne. C'est ça. Comme celui de tant d'autres, d'ailleurs. Le 15 novembre 2002, des beepers retentissent autour des tables de Shabbat de Kiryat Arba. Il est à peu près 7h moins le quart. Ça fait déjà un quart d'heure que dans une ruelle à Hebron, très proche de Kiryat Arba, des terroristes, ça fait à 6h30, ça a été les premiers coups de feu. Donc un quart d'heure plus tôt, des terroristes attaquent des soldats dans une ruelle, des soldats qui ont fini leur shmira, leur mobilisation. En fait, ils vont faire kiddush et Shabbat et manger pour Shabbat. Et les terroristes les surprennent. Les 7 soldats qui étaient dans cette fameuse ruelle sont tous victimes des coups de feu et des éclats de grenades. Une partie meurt, une partie est blessée. L'armée est mobilisée tout de suite. Le responsable des armées, Dror Weinberg, Hashem Yikam Damo, donne, qu'on appelle ça, un ordre de patrouiller dans Hebron pour essayer de voir ce qui s'est passé, où ça s'est passé. En quelques mots, une Jeep de Mishmar HaGvul rentre en marche arrière, les portes arrière ouvertes, dans cette fameuse ruelle pour essayer de voir s'il y a des victimes. Il y a des victimes au sol, ils commencent à faire entrer les premières victimes dans la Jeep. Les terroristes sont là, ils jettent des grenades, ils tirent sur la Jeep. Et les grenades explosent, les 3 combattants de Mishmar HaGvul rejoignent, si on peut dire, les premières victimes dans la ruelle en question. Et on ne sait toujours pas ce qu'il se passe et où ça se passe. Alors, vous avez parlé de Dror Weinberg, c'est le chef de division de la Judée, c'est un très haut gradé de l'armée d'Israël, un type extraordinaire. Moi, je ne l'ai pas connu, mais paraît-il. Dror Weinberg, il était potentiellement peut-être l'un des futurs Ramatkal de Tsahal. C'est le cursus qu'il avait l'intention de faire. On peut entendre des témoignages même de Bougui, l'ancien Sarah Bitachon, qui lui-même a témoigné qu'à l'époque où il était Mefaked, justement dans Seret Matkal et autres, et il était très proche de Dror Weinberg, il le voyait plus tard autour de la table ronde, autour de la table du Matkal. Ouais. Vous l'avez bien connu. Dror Weinberg, je ne l'ai pas énormément connu, je l'ai surtout connu après. Je l'ai rencontré avant,
Il nous a parlé, on a travaillé aussi avec lui, mais je l'ai surtout connu après, je l'ai découvert après. Vous l'avez découvert après, mais vous l'avez connu de son vivant. Alors, le pendant de Dror Van Berg qui est tombé tout de suite, et il faut le préciser. Vous allez nous raconter comment était Yitzhak Boinich, qui lui aussi a perdu la vie dans cette ruelle sombre de Hebron. Alors, Yitzhak Boinich, lui, vous nous l'avez dit, il était le chef de cette unité de sécurité. C'est lui qui l'avait mis en place. C'était un peu le parallèle, quoi. Le parallèle de l'armée, de ce chef de division de Judée, Dror Van Berg, Yitzhak Boinich, qui, lui, s'occupe des civils. En fait, en gros, c'est ça. C'est ça. Le responsable de l'armée, c'est Dror Van Berg. Le responsable de la sécurité de Kiryat Arba Hebron, c'est Yitzhak Boinich. Donc il est à la tête. Il faut dire que c'est un francophone. C'est un francophone de la communauté de Blanc-Ménil, il me semble, à l'origine, si je ne me trompe pas. Quelqu'un qui en France était un artiste. Ouais. Il faisait du théâtre, de la musique, plein de choses. Longtemps, ouais. Personne n'aurait pu imaginer, pour ceux qui l'ont connu en France, qu'un jour il pouvait être Monsieur Bitachon, impossible. Monsieur Sécurité de Kiryat Arba. Mais toute cette force qu'il avait développée en France en s'intéressant à l'art et au théâtre et autres, quand il est arrivé en Israël et qu'il a compris, il a beaucoup également étudié avec Manitou, qu'il a compris ce que c'était qu'être hébreu et que ça ne pouvait pas être uniquement quelque chose qu'on cultive indépendamment de toute autre activité, il en a fait vraiment sa religion et sa raison de vivre, et il est devenu Monsieur Sécurité, Monsieur Bitachon de toute la région, de Kiryat Arba en l'occurrence. C'est quelqu'un qui a intégré une unité d'élite qui est l'unité des alpinistes au Hermon. C'est ces soldats qu'on voit en blanc avec des skis. Il était petite taille, il n'était pas spécialement costaud, mais il était le meilleur skieur qu'on pouvait trouver, et il leur a appris à skier. Et ils ont essayé à maintes reprises de lui dire, écoute, t'es pas fait pour ça, t'as fait l'armée un petit peu tard, t'étais pas dans une unité avec nous. Mais quand ils ont vu la valeur ajoutée qu'il pouvait amener aux alpinistes du Hermon, il a été intégré. Et aujourd'hui, au sommet du Hermon israélien, il y a une andarta au souvenir de Yitzhak Boinich. Mais ça me fait plaisir. C'est Andarta de Boinich. Vous pouvez tous, si vous allez skier ces jours prochains au Hermon, puisqu'il y a de la neige, aller vous recueillir. C'est dans la partie militaire, on a très difficilement accès. On peut pas. Mais on peut gentiment demander. Et on nous emmène. Ça peut se faire. Ça peut se faire. Bon. Alors ça, c'était le début. Donc ils sont tous les deux, Dror Van Berg qui est le premier arrivé, et puis Yitzhak Boinich qui arrive tout de suite après. Il recueille Dror qui est en train de mourir dans ses bras. C'est ça en fait. Lorsque Yitzhak arrive sur le terrain, il est déjà au courant de plus ou moins de ce qui se passe. On n'a pas tous les détails, mais lorsque Dror finalement est sorti de la ruelle, c'est après qu'il ait pris une balle. Il a quelques minutes encore à vivre. Yitzhak, selon ça, c'est les choses c'est les Tarkirim, c'est les choses qu'on a entendues. Yitzhak apparemment arrive à obtenir de Dror les informations cruciales pour organiser une offensive, pour rentrer dans cette ruelle dans laquelle il y a tellement de victimes, de blessés, de morts. Et Dror, à ce moment-là, prend son radio, son marchir Kesher, et donne l'ordre, les Akpitz Kitot Akunenut, mobilisation générale des équipes de sécurité de Kiryat Arba. Et c'est en fait à ce moment-là où en fait on se retrouve, nous les civils de Kiryat Arba, dans ce fameux combat qui finalement se déroule à l'extérieur de la clôture, alors que notre rôle premier c'est de défendre l'intérieur de la clôture. On nous appelle uniquement quand il y a un problème à l'intérieur de Kiryat Arba. Mais là, on est mobilisé pour un événement qui se passe dans une ruelle à Hebron, dans une ruelle d'un quartier arabe, et à l'extérieur de la clôture. Mais vous y allez quand même parce que vous êtes mobilisé. On est mobilisé, on y fonce. C'est l'armée qui vous appelle en renfort. C'est tout à fait incroyable comme histoire. C'est inhabituel. D'habitude, lorsqu'on est mobilisé, c'est dans Kiryat Arba, c'est pas à l'extérieur de Kiryat Arba. Ouais, donc là, pour le coup, c'est l'armée qui avait besoin des civils. Voilà. Ok. C'est un retournement de situation où les civils viennent au secours de soldats tombés dans une embuscade. Donc vous arrivez sur place. On arrive sur place. D'abord, avant que moi j'arrive, il y a un premier groupe qui est sur place. Il y a à peu près 7 combattants avec Yitzhak Boinich. Les 7 combattants en question, Yitzhak Boinich, quelques soldats qui les accompagnent, rentrent dans la fameuse ruelle pour débusquer les terroristes, pour en sortir le plus vite possible les premières victimes. On a parlé de soldats, on a parlé de Mishmar Agvul. Yitzhak court à découvert avec Alex Tzvitman à l'intérieur de la ruelle pour en fait exploser les phares
d'une Jeep qui est restée avec les phares de Jeep, les phares allumés, allumés. Les phares sont restés allumés. Et qui vous éclaire. Et si on peut dire, ironie du sort, si Yitzhak a l'habitude d'être sur une scène de théâtre, il est sur une scène de théâtre et les projecteurs sont dans sa direction. Donc il sait de quoi il parle, il veut casser les phares de la Jeep en question. Il sait très bien que les terroristes voient tout. Il sait que les terroristes ont l'avantage de Parce que pour l'instant, l'effet de surprise. Personne ne sait combien ils sont. On ne sait pas exactement ce qui s'y passe. Mais ça tire dans tous les sens. Au moment où ils rentrent, ça ne tire pas. C'est-à-dire qu'ils rentrent dans une ruelle et ils ne savent pas encore ce qu'ils vont y trouver. Mais il voit quand même la Jeep, il veut éclater les phares. Il veut éclater les phares. Il sait que les terroristes, à un moment donné, vont tirer. Ouais. Et de par son expérience, il sait également que des gens vont tomber. Et c'est pas un pique-nique, c'est un combat. Les gens qui sont encore sur leurs pattes vont réussir à dénicher les cachettes des terroristes et vont pouvoir finalement les liquider. Alors ensuite, on s'occupera des victimes. C'est comme ça que ça doit marcher, c'est comme ça que ça marche en général, c'est comme ça qu'on a appris, c'est comme ça qu'on a fait. Mais le problème, c'est que quand les terroristes tirent et jettent des balles, jettent des grenades, et que ça explose dans tous les sens dans cette ruelle étroite, les 10 personnes qui sont rentrées, dont Yitzhak, les 10 personnes sont victimes de balles et d'éclats de grenades. Tout le monde est blessé, tout le monde tombe par terre. On compte à peu près 6 blessés et 6 morts. Il y a peut-être des versions un petit peu différentes, mais ce n'est pas le point le plus important. 2 blessés très graves qui sont Baruch Desta et Moshe Fredj, également en français, qui est venu lui porter main forte et qui sont finalement inconscients dans un recoin de la ruelle. Et c'est uniquement Shlomi Amar et Shlomi Cohen de l'équipe de sécurité qui arrivent à sortir. En rampant. Ensanglantés. Ouais, nous, lorsqu'on les rencontre, en fait, on est une vingtaine d'autres combattants qui sont arrivés un petit peu plus tard. On a réussi à liquider un terroriste en face de la clôture de Kiryat Arba, de Sharadromi de Kiryat Arba, le début du Tzir Mitpalelim, le chemin des pieux qui rejoint en fait la promenade de Hebron, qui lie Kiryat Arba à la mer Marpella le vendredi soir lorsqu'on descend faire la tfila et qu'on remonte. On a liquidé un terroriste, on est arrivé à l'entrée de la fameuse ruelle, et lorsque Shlomi Amar et Shlomi Cohen sortent, effectivement, on les voit ramper, pleurer comme des gamins. Ils saignent de la tête aux pieds parce qu'ils ont pris des éclats de grenade. Et ils nous regardent dans les yeux et ils nous disent une phrase très difficile à encaisser un vendredi soir. Ils nous disent, je ne peux pas la dire en français, je vais la dire en hébreu d'abord. Ils nous disent Ta'atzru, al tikansu, kan petar gehinom, malach hamavet bifnim, kol mi shenichnas met. En d'autres termes, c'est la porte de l'enfer. L'ange de la mort est à l'intérieur. Tous ceux qui sont entrés sont morts. Je peux vous assurer qu'un vendredi soir, recevoir cette phrase, lorsque le goût du couscous est encore entre les dents et les chansons de Shabbat nous tournent dans la tête, c'est très difficile. Ça, c'est un grand coup dans la motivation. Mais c'est lorsqu'on entend les coups de feu à l'intérieur de la ruelle, les terroristes... On a peur pour sa vie à ce moment-là, on se dit que... On ne pense pas à ça. Et je dirais qu'on n'a pas peur parce que quelqu'un qui a servi dans une unité combattante a appris à faire ce switch où lorsqu'on passe en mode combat, la motivation, c'est de vivre pour finir le combat. Après, on a tout le temps de penser à la famille, tout le temps de penser à autre chose. On ne parasite pas son esprit. Non, c'est comme ça que ça se passe. Oui, j'imagine. Et c'est comme ça que les copains témoignent également. C'est pas uniquement une idée à moi. C'est comme ça que ça se passe et c'est l'éducation du combattant, en fait. Ok. On entend des coups de feu à l'intérieur de la ruelle, on comprend qu'on est en train de perdre notre temps, que l'armée finalement va arriver que plus tard, parce que ce soir-là, c'est difficile à dire. Mais ce soir-là, il y a un gros cafouillage dans la hiérarchie militaire de Hativat Yehuda. À partir du moment où Dror Vanberg est tombé en combat, un vendredi soir en pleine intifada, où la moitié des effectifs sont à la maison et que les soldats sur le terrain sont très fatigués d'encore une semaine d'intifada, c'est ça, la réaction dans Tzahal a été très très lente. Le premier coup de feu a retenti à 6h30 du soir et l'armée prend le contrôle des opérations uniquement vers 9h30 du soir. Et pendant ce temps-là... Vous avez fait le travail. On est dans la ruelle et on s'occupe de sortir les victimes le plus vite possible et d'essayer d'atteindre les 2 derniers terroristes qui sont encore à l'intérieur de cette ruelle. Alors vous êtes là, vous rentrez, vous aussi, à ce moment-là. C'est pas facile à raconter, mais... C'est pas facile. Non, c'est pas facile, j'imagine. On a froid quand il fait chaud, on a chaud quand il fait froid. Ouais. Là, j'ai froid. Et pourtant, il fait chaud. Lorsqu'on comprend qu'il faut rentrer dans la ruelle, parce que les terroristes sont en train de faire ce qu'on appelle en hébreu vidou hariga, un petit peu comme au Bataclan.
Ils passent les uns et après les autres des victimes qui sont à l'intérieur de la ruelle parce que personne ne les dérange. Ils les achèvent. Ils les achèvent. On s'organise en 2 colonnes qui Vous rentrent. le voyez, ça, vous? On l'entend. On ne le voit pas. Vous voyez qu'il passe? Enfin, On vous l'entend. l'entendez, vous comprenez On entend des coups de feu qui sont ce qu'on appelle des body dots, c'est-à-dire du balle par balle. Et on entend boum, boum. Les terroristes passent les uns après les autres les victimes. Donc on s'organise en 2 colonnes. On rentre dans cette ruelle très lentement. Elia Oliveman, le responsable de la sécurité de Trevron jusqu'à aujourd'hui, grâce à Dieu, rentre avec sa Jeep qui, quelques instants auparavant, a été criblé de 27 coups de balle dans cette fameuse ruelle, puisque Eliaou est rentré et tout de suite est ressorti, puisqu'il a compris ce qui était passé. Et il rentre à nouveau escorté cette fois-ci de 10 combattants qui courent derrière la Jeep. En quelques instants, ils sont à 200 mètres à l'intérieur de la ruelle, ils tirent sur des terroristes qui tirent sur eux et commencent à sortir les premières victimes qui sont au sol et qui rencontrent au passage. Une vingtaine de combattants de l'équipe de sécurité rentrent, comme je l'ai dit, en 2 colonnes. Je suis dans la colonne de droite. Toute l'entrée, elle est en fait le long de murets assez bas, une hauteur de table, des murets en pierre. Et donc, en fait, on rentre très doucement puisqu'on cherche les terroristes dans chaque recoin. À peu près à 150 mètres à l'intérieur, cette petite muraille, ce petit muret est fini. Et il y a en fait une entrée vers un jardin d'une maison arabe. Il s'agit encore une fois d'une ruelle arabe, d'un quartier arabe. Je tire quelques balles à l'intérieur de cette ouverture pour pouvoir passer cette ouverture et continuer la progression à l'intérieur de la ruelle. Et quelqu'un crie derrière moi, Alex, baisse-toi, tu as découvert, Tidkofé Fatah Khassouf. Instinctivement, je prends mon fusil et je me retourne vers la droite. Je pointe en fait l'obscurité à l'intérieur de ce jardin. Et là, je m'aperçois qu'à une distance de 4 mètres de moi, il y a une silhouette assez massive qui s'est soulevée en même temps que moi. Je suis prêt à tirer, mais je m'aperçois qu'il a sur la tête quelque chose qui ressemble à un casque. On sait combien de personnes sont rentrées dans cette ruelle et n'en sont pas sorties. Donc on fait très attention. Malheureusement, c'est pas un casque. Vous l'avez pris pour un soldat? Je l'ai pris pour un soldat, mais apparemment c'est un bonnet qu'il avait sur la tête. Et c'était un terroriste. Ce terroriste bénéficie de quelques fractions de secondes pour tirer une balle précise vers mon visage. Ce qu'il fait. Et c'est ce qu'il fait. Et là, en fait, il y a un grand miracle qui se produit. Puisque mon fusil couvre une partie du visage et c'est le fusil qui prend la balle. Le fusil éclate avec la balle et 4 éléments métalliques finalement me sautent à la gorge, si on peut dire, font les dégâts qu'ils font. Le dégât le plus important est dans la carotide ici du côté gauche. C'est un élément métallique de mon fusil, du M16, la partie qu'on tire. Qui rentre dans la carotide. Ouais, qui déchire la carotide de part en part et qui reste bloqué dans la carotide. Évidemment, l'impact a fait que je suis parti en arrière, je suis tombé sur les genoux parce que j'étais plus capable de tenir debout. Un peu comme dans les films de guerre, on entend tous les tzif-tzoufim, les sifflements dans les oreilles, on voit flou, on comprend pas ce qui se passe. Et lorsque je mets la main du côté de la blessure et que je comprends ce qui s'y passe, puisque ça pisse le sang. Je comprends que j'ai quelques secondes pour vivre. Et dans cette obscurité, je crie Shema Israël Adonai Eloheinu Adonai Echad une première fois, une seconde fois. La dernière fois que je me souviens avant de m'écrouler au sol, c'est quelqu'un qui me tient la tête, qui me dépose au sol, qui me donne ce qu'on dit en hébreu une chapra, un coup sur l'épaule amical. C'est Eliaou Atlan. On le salue. Un Français, mais décidément, Eliaou, on te salue. Qui est là, qui est à côté de moi. Ça fait beaucoup de Français. Souvent, beaucoup de Français sont impliqués. Sont militants. Non, mais c'est pas ça. C'est que il y a beaucoup de Français qui ont payé un lourd tribut aussi dans des attentats, diffères. Bref. Donc, Eliaou Atlan, avec d'autres personnes, amicalement, je m'occupe de toi. Me fait comprendre qu'il s'occupe de moi. Je perds conscience. Il est 8h30 du soir. Vous connaissiez ou pas encore? Oui, on se connaissait, bien sûr, de l'équipe. Oui, voilà. Je perds conscience, il est 8h30 du soir. À cette heure-là, le combat dans la ruelle, pour moi, est fini, c'est évident, mais le combat pour la vie ne fait que commencer. Les amis dans la ruelle vont continuer à rentrer avec des munitions qu'ils reçoivent à l'extérieur des soldats, qui ne reçoivent pas de directives. Et ils sortent avec un blessé, ils rentrent, ils sortent avec un mort. Et ce manège va durer jusqu'à 9h30 du soir. Et c'est seulement à cette heure tardive-là que l'armée prend le contrôle des opérations. Tout cet événement et tout ce qui s'est passé, et tout le dysfonctionnement... Vous êtes sortis pendant ce laps de temps-là? On vous sort? À 8h30 du soir, et on me sort de la ruelle. Ok. On me sort de la ruelle. Le combat uniquement pour... Donc on rappelle quand même qu'il y a eu... C'est très lourd, un lourd tribut, 12 morts. Il y a eu 9 soldats, 3 civils qui faisaient partie de cette brigade de sécurité, je ne sais pas comment vous l'appelez, cette équipe de sécurité, Yitzhak Boanich, Alex Doukhan et Alex Zvitman, et 18 blessés, voilà, dont vous.
Mais pour moi, je sors à 8h30 du combat. Mais on ne pensait pas vous compter dans la liste des blessés, plutôt malheureusement dans la liste des morts. Mon beau-frère était également dans le combat. D'accord. Mes beaux-parents étaient là Shabbat. Et ils savaient qu'ils avaient leurs 2 gendres dans une ruelle à Hebron. Je peux vous assurer que c'est une ambiance pas terrible à la maison. Quand mon beau-frère rentre avec des munitions, sort avec un blessé, sort avec un mort, il me cherche. Et lorsqu'il va dans l'endroit où on met toutes les victimes couverts avec des couvertures, il cherche des chaussures de Shabbat et un pantalon de Shabbat. Entre-temps, moi, j'ai eu le temps de me changer. J'ai mis un treillis, j'ai mis qu'on appelle ça des chaussures militaires, ce qui fait qu'il ne me trouve pas et il commence franchement à avoir peur. Ça, c'est pour la petite histoire. Mais à 8h30, l'ambulance qui me tire de là me dépose à l'héliport de Kiryat Arba, au Minchat Mesukim, à la piste d'atterrissage. Alors là, il y a une histoire incroyable, comme souvent, dans ces cas un peu spéciaux, on va dire, hors du temps. En général, quand on voit un blessé dans votre état, on sait qu'il ne va pas tenir. On ne le sauve pas. En tout cas, on le laisse de côté, on s'occupe d'abord des autres. C'est ce qui se passe malheureusement, pour utiliser un terme qu'on n'aime pas beaucoup. Parce qu'il faut choisir quand on n'a pas le temps et quand on est... On fait une sélection. On fait une sélection. Ouais, c'est un mot dit douloureux, mais on fait une sélection. Un voisin, Meir Zelikovic de Kiryat Arba, ce soir-là, puisque toute Kiryat Arba est descendue dans les rues pour voir ce qui se passait, a vu mon nom dans la liste des morts. Comme je le dis, c'est ce qu'il a vu. Et ma femme le rencontre et lui dit « Est-ce que tu sais où est Alex ?» Et il ne répond pas. Et il a bien fait de ne pas répondre, évidemment, puisque j'ai été laissé pour mort à plusieurs reprises. Les gens pensaient que c'était foutu. Une blessure à la carotide, perte qu'on appelle ça de conscience, perte de pouls. Perte de pouls, c'est ça. Perte de pouls. C'est ça qui est incroyable. Le grand miracle, en fait, ça a été que l'élément métallique qui a percé la carotide, au bout d'un moment, comme j'ai perdu la pression sanguine, comme tout s'est arrêté de fonctionner comme il fallait, le tissu en fait de la carotide s'est contracté, s'est resserré, d'une certaine manière cautérisé la plaie autour de l'élément métallique. Ce qui m'a donné en fait le temps de sortir de la ruelle et d'arriver à l'héliport, là où les docteurs, si on peut dire, m'attendaient. Mm-hmm. C'est un miracle en soi. Bon, deuxième miracle, il y avait une sacrée équipe ce soir-là sur le terrain. Une équipe médicale de choc. Une équipe médicale de choc. Mais la personne qui a pu attirer jusqu'à moi cette équipe médicale, c'est quelqu'un à qui je dois ma vie. C'est sûr. On ne va pas l'oublier, on va même le citer. On va citer son nom. Il s'appelle Rachamim Itar, un Bravo, Israélien. Rachamim. Voilà. Un jeune Israélien. Quel joli nom d'ailleurs. Rachamim, c'est vrai. Un jeune Israélien qui a grandi dans Tel Aviv, dans pas les meilleurs quartiers, un mec très israélien, très impulsif, très... Un de chez nous, un bon gars. mais très... beaucoup de signon, comme ça, très israélien. Il a fait l'armée, il est parti en dehors d'Israël pour... Qu'est-ce qu'il faisait à Hebron ? Il était en phase de Chazara Bitshuva. Il s'est dit, je vais venir à Ira Avot, je vais être près de Avram Yitzhak et Yaakov, et comme ça, je vais me ressourcer. Il habite dans une caravane très proche de l'héliport, de la piste d'atterrissage. Et lorsqu'il entend tout ce... Tu le connaissais ou pas ? Non. Pas du tout. Je l'ai pas du tout. Lui, ne te connaissait pas non plus. Lui ne me connaissait pas non plus. D'accord. Il ne peut pas dormir énormément. Sympa pour une rencontre en même temps. Ouais, c'est romantique. Il ne peut pas dormir à cause du bruit. Il arrive pour voir de quoi il s'agit. Et il voit de côté une personne sur un brancard, les yeux révulsés, en train de faire des mouvements convulsifs. C'est moi. Il s'approche jusqu'à moi et cette rencontre, je vous la témoigne comme si je m'en souvenais, mais je m'en souvenais pas du tout. C'est uniquement plusieurs années plus tard que Rachamim me reconnaît à la synagogue, un vendredi soir. Et il me regarde toute la tfila. Et je me dis, mais qu'est-ce qu'il veut ? Je le connais pas, il est pas d'ici. Après la tfila, il s'adresse à moi et me dit, c'est toi Alex Ben Zekri ? Je lui dis oui, on est des copains. Il me dit, on est des copains, on est des frères. Je dis, ah tiens, c'est intéressant. Et là, il commence à me conter mon histoire, l'histoire de... Plusieurs années après tout ça. Plusieurs années après. Et il me dit qu'en fait... Tu ne le savais pas avant ? Non, je ne connaissais pas cette histoire-là. Ah, c'est dingue. Il me raconte qu'il s'est approché de moi et qu'il m'a tenu la main et qu'il m'a demandé « Ahi, ata beseder » avec son accent. Il raconte que tout à coup, j'ai ouvert les yeux, je me suis redressé un petit peu et avec une voix rauque assez effrayante, je lui ai dit « Je m'appelle Ben Zekri et j'ai froid ». À ce moment-là, je suis tombé en arrière à la renverse, les yeux se sont révulsés à nouveau, il a eu peur, il a couru à sa caravane, il est revenu avec une couverture. Et à ce moment-là, il s'est dit, c'est pas possible que je sois arrivé à cet endroit-là, à ce moment-là,
uniquement par hasard. Je dois être apparemment un petit maillon de la chercherette Il a de eu la cette chaîne. conscience-là. Il a eu cette conscience, il me l'a témoigné. De la chaîne des miracles, de Pour la le chaîne des sauver. gens qui doivent me sauver. C'est son Oui. témoignage. Il raconte qu'à ce moment-là, il a essayé d'attirer l'attention parce qu'on ne s'occupait pas de moi. Ah oui. Et de dire, venez, il est vivant, il faut le sauver. Il me témoigne qu'il a commencé à jeter des petites pierres, du gravier, du gravillon qu'il y avait. Oui, parce qu'il y avait du bruit, il y avait des blessés, il y avait C'était les terrible. hélicos qui tournaient. J'imagine que Terrible. en plus, si on vous avait déjà diagnostiqué, on t'avait déjà diagnostiqué comme foutu, il y avait personne, quoi. Il y avait pas de médecin autour de toi, c'est clair. Exactement. Donc il essaye d'attirer l'attention et il arrive à attirer l'attention. Puisque ce soir-là, parmi les docteurs qui arrivent sur le terrain, Ah, c'est ça qui est incroyable. c'est dingue. 3 docteurs arrivent de Efrat, qui est à Gush Etzion, c'est à quelques minutes de route d'ici, ils arrivent en ambulance. Docteur Glick, qui est responsable de, qu'on appelle ça, du Maharach Cheroum, urgentiste, etc. Ce soir-là, il a à sa table de Shabbat un invité qui s'appelle Mark Richman, très grand, avec une casquette Los Angeles, quelqu'un qui est arrivé des États-Unis. Et chaque année, il vient une semaine en Israël, il fait du volontariat dans Tzahal. Et c'est juste tombé à ce moment-là. C'est ce Shabbat. Mhm. Mais après sa semaine de volontariat et son bon repas de Shabbat chez le Dr Glick, il retourne aux États-Unis, comme chaque année. Et là-bas, lorsqu'il arrive à Los Angeles, eh ben, il revêtit, je ne sais pas comment on dit en français, il revêt. C'est du joli français. Il revêt les madim, les costumes de l'armée de l'air américaine. Oui, parce qu'il est aussi médecin Il est dans l'armée. colonel haut gradé, médecin. Sa spécialisation, c'est nitoire sadé, être capable de prêter, de donner opérer n'importe où, dans les champs, voilà, sur le terrain, on va dire. Sur le terrain, rien qu'en Irak, il a eu l'occasion de faire 22 missions aéroportées. Une meyumanout, c'est-à-dire un professionnalisme absolument fantastique. Ce soir-là, il est chez Dr Glick. Le beeper de Dr Glick sonne à 6h30 plus. Pour les Donc il est avec lui à l'héliport. Donc il amène à Kiryat Arba. Le troisième docteur, c'est Doudi Meshali, qui habitait également à Efrat à cette époque-là, et qui est responsable de ce qu'on appelle la Machlaka. Marachet Kledam. Marachet Kledam, c'est ça. Machleket chirurgit Kledam à Tel HaShomer. Il opère, chirurgien, des cœurs d'enfants malades. Tout ce qui est vaisseau, et etc. Voilà. Exactement. Ces 3 docteurs. J'ai perdu le mot, mais bon. Je ne sais plus. Quelque chose. On vous pardonne. Ouais. Ces 3 docteurs arrivent donc de Efrat. Ils arrivent à l'héliport, enfin à la piste d'atterrissage. Ils voient de côté un grand blessé sur une civière, une autre personne qui lui tient la main, qui essaie d'attirer l'attention, qui jette des cailloux. Alors ils arrivent jusqu'à moi. Lorsque Mark Richman voit dans quel état je suis et qui demande mais ça fait combien de temps qu'il est comme ça, il nous dit ça fait de nombreuses minutes, pour pas dire des dizaines de minutes. Il comprend qu'il va pas réussir à me sauver. Mais c'est un médecin, donc il a juré sur le serment d'Hippocrate, il est obligé de soigner, il est obligé de prêter main forte. Et en fait, s'il s'occupe de moi ce soir-là, c'est pour être capable, après, de regarder la femme et les enfants dans les yeux et de leur dire en anglais « I did my best ». C'est ce qu'il vous a témoigné après. C'est ce qu'il témoigne dans un livre. C'est ce qu'il témoigne dans un livre qui a été écrit plusieurs années plus tard en mémoire de Dror Weinberg. Un livre qu'on appelle ça, qu'on trouve vraiment dans toutes les Ulpenot, dans toutes les Shivot Tichoniot aujourd'hui. Et dans l'un des prakim, là-bas, dans l'un des chapitres, il y a le témoignage de Mark Richman. Il est à Memphis, dans un congrès de médecine urgentiste. Et il raconte. Et il explique que s'il est venu s'occuper de moi, c'est uniquement pour être capable de dire « I did my best ». Il ne pensait pas qu'il allait me sauver. Mais pourtant, il le fait, il essaye. Il le fait et il sait faire et il donne tous les soins. Il a avec lui également Doudi Meshali qui est très professionnel. Ils arrivent à ramener le pouls, à le stabiliser. La pression sanguine monte, se stabilise. Il dit « Ok, il y a des hélicoptères. Et il y a sûrement une place pour lui ». Et là, ils sont confrontés finalement à l'équipe de l'hélicoptère. Et vous avez toujours le morceau de... Non, le morceau a été retiré, c'était un morceau, un gros morceau. D'accord, ok. C'était un gros morceau. Alors, j'imagine que s'il n'y a plus de morceaux, vous pissez le sang, de nouveau, ou pas? Ou c'est dire, cautérisé? À ce moment-là, effectivement, le morceau est encore à l'intérieur. C'est ça. C'est encore cautérisé et ça saigne pas. D'accord, ok, parce que... Ça saigne pas, non, très juste. L'équipe de l'hélicoptère, qui sont des médecins, qui sont des pilotes, s'opposent.
Ils disent le Patsoua Garonne, le blessé à la gorge, ne peut pas monter dans l'hélicoptère parce qu'il va nous claquer entre les doigts. Troisième miracle arrive. Troisième miracle arrive. En présence d'une personne qu'on ne citera pas, mais... Je ne citerai pas son nom, on va l'appeler Aleph. Voilà, d'accord. Aleph. On va l'appeler Aleph. Okay. C'est en fait l'officier de Shesh Tesha, de l'unité de secourisme aéroporté de Tsahal, qui prend le contrôle des opérations ce soir-là. Il n'est pas à Kiryat Arba, il est plutôt du côté de Tel Aviv, Ramat Gan et autres. Et il pilote à distance, si on peut dire, les équipes d'hélicoptères. Ouais. Et puis lui aussi vient de vivre un drame personnel puisqu'il vient de perdre sa femme. Elle n'est même pas enterrée lorsqu'il est appelé pour venir s'occuper de cette opération un peu exceptionnelle. Exactement. Ce vendredi soir, il arrive et il entend à distance ce qui se passe à Hebron. Il entend à distance qu'il y a un blessé à la gorge qui vient à peine de revenir à lui, si on peut dire. On a réussi à le sauver, à le stabiliser. Il faut absolument l'évacuer. Ça s'engueule pour l'évacuation. Ça s'engueule. Ils veulent pas vous évacuer. Et là, Aleph prend la responsabilité de me faire rentrer dans l'hélicoptère. Et il dit, ma femme veillera sur lui. Et je pense que c'est ce qu'elle a fait. Puisque je rentre dans l'hélicoptère, Moshe Fredj, qui est très gravement blessé au ventre, est à côté de moi. Mark Richman, le docteur américain, ainsi que Doudi Meshali, le chirurgien, sont avec nous. L'hélicoptère s'élève dans les airs. De Kiryat Arba à Jérusalem, c'est 5 minutes de vol. 5 minutes de vol, c'est rien, mais c'est une éternité pour Moshe et moi. Mais oui, parce qu'avec la pression, eh bien, le métal... C'est ça. C'est ce qui s'est passé, c'est qu'à partir du moment va bouger. Où l'artère s'est regonflée à nouveau, l'élément métallique s'est libéré et je me mets à pisser le sang. Et ben voilà, ça recommence. Mark Richman donne des directives très précises à Doudi Meshali, qui a des mains en or de chirurgien, et Doudi arrive à passer au travers des blessures. Donc il rentre carrément la main dans votre gorge. Et il arrive à attraper la carotide, donc l'artère blessée. Entre ses deux doigts et à arrêter l'hémorragie. Non, c'est pas seulement arrêter l'hémorragie, c'est empêcher l'hémorragie vers l'extérieur, mais permettre au sang d'arriver au cerveau. C'est-à-dire qu'en fait, c'est changer la prise constamment. C'est quelque chose... Je ne suis pas du tout dans le domaine de la médecine, mais j'ai compris que c'était quelque chose de très complexe. Et il y arrive, mais rien que d'imaginer un instant, si maintenant, tous ensemble, on ferme les yeux et on imagine ce que c'est que d'arriver avec sa vie entre le pouce et l'index d'un docteur à l'hôpital ce soir-là, c'est quelque chose qui n'est pas simple à imaginer. Finalement, je me réveille lundi après-midi. Quand ma mère arrive... Donc vous êtes sauvé quand même. Je suis sauvé. L'opération a été compliquée, longue. Ouais. J'ai à nouveau perdu... Combien de temps l'opération ? C'est plusieurs heures, puisque c'est beaucoup de personnes. C'est des artères, c'est des cordes vocales, c'est plein de choses. Donc il y a beaucoup de monde qui travaille là-dessus. Mais vous êtes sauvé. Et je suis sauvé. Lundi, vous vous réveillez ? Lundi après-midi, je me réveille quand ma mère arrive. Ou ma mère arrive quand je me réveille. Ça dépend comment on regarde ça. Et c'est un détail important parce que ma mère aurait pu rêver dimanche matin, puisque toute la communauté de France priait déjà pour vous. Priait déjà pour moi, pour les autres, et savait ce qui s'était passé à Hebron. Comme toute la communauté d'Israël d'ailleurs. Exactement. Ma mère aurait pu rêver dimanche, mais dimanche matin, il y avait à Marseille un salon de l'étudiant. Ma mère représentait différentes écoles, Machon Lev, Machon Tal. Elle était bénévole là-bas pour faire monter des petits jeunes en Israël. Exactement. Très important pour elle, l'Alia. Et les gens arrivent ce matin, ils disent « Madame Benzekri, on vous aime beaucoup, vous et votre sionisme, mais écoutez, laissez tomber, nos enfants feront leur Alia l'année prochaine et allez auprès de votre fils à Jérusalem. » Et ma mère leur dit une réponse de mère juive. Elle dit « Écoutez, mon fils est dans de très bonnes mains, dans un très bon hôpital à Jérusalem, mais vos enfants sont en danger immédiat, au jour le jour, de hitbolelout, d'assimilation. Et donc je suis là pour eux aujourd'hui. Et ensuite, j'irai m'occuper de mon fils. » C'est Meragesh, c'est pas facile ce qu'une mère, une décision d'une mère de rester pour les enfants des autres et ensuite d'arriver lundi après-midi. Finalement, elle a rien raté puisque je me suis réveillé que lundi après-midi. Et là, c'est le choc. Et là, c'est le choc puisque quand je vois ma mère, je vois ma femme, je vois mes enfants qui sourient au-dessus du lit. J'ai 55 points de suture dans le cou, une corde vocale paralysée, des éclats au visage, un éclat dans l'œil qui fait très mal, des éclats dans la tête. Mais lorsqu'ils me sourient, parce que ça fait 3 jours qu'ils attendent que je me réveille, je leur souris en retour. Et après ce premier sourire, je me souviens que j'ai commencé à pleurer comme un gamin. Parce que j'ai commencé à comprendre que dans ce combat, j'ai des amis qui ont perdu la vie. Et comme on dit en hébreu, ils sont morts al-Kiddush Hashem, en sanctifiant le nom de Dieu. Et je sais que... Ils sont morts en héros. En héros. Et vous allez devoir vivre... Et moi, je vais devoir sortir de cet hôpital, et je vais devoir rentrer à la maison avec une chavila, avec un sac, je ne sais pas comment on va appeler ça en français, de blessures et de cicatrices, celles qu'on voit, mais essentiellement celles qu'on ne voit pas, qui sont les plus profondes.
les questions sur la vie, le traumatisme. Pourquoi vous ? Pourquoi moi ? Pourquoi pas eux ? Des questions terribles, des questions auxquelles il n'y a pas de réponse. Et je me mets à pleurer parce que je comprends finalement que si je n'ai pas eu l'honneur de tomber au combat, de mourir Al-Kiddush Hashem, je dois avoir l'honneur de vivre Al-Kiddush Hashem et d'être capable de réintégrer ma place dans ma famille, au travail et de continuer une vie normale. Alors justement, comment on fait pour continuer une vie normale quand on a toutes ces blessures, toutes ces questions dans la tête? C'est carrément impossible. Dans un premier temps, c'est dur en tout cas. On occulte, c'est-à-dire qu'on repousse tout, on bloque. La première année, on me demande, Alexandre, qu'est-ce qui t'est arrivé ? Raconte-nous. C'est héroïque, il t'est arrivé des choses fantastiques, c'est des miracles. Et moi, je dis non, je me souviens pas, je sais pas. Et c'est seulement au bout d'un an que une personne dont j'aimerais citer le nom, le Rav Aviker, qui était mon directeur à Kfar Maimon, me dit, Alexandre, je veux te voir dans mon école. Il avait ouvert une seconde école à Jérusalem pour que tu parles à mes élèves et que tu leur racontes ce qui t'est arrivé. Et là, je résiste pas, je leur raconte. Mais au début, j'ai du mal à encaisser le fait que je commence à sortir tout ça de moi, toutes ces choses que j'ai cachées. Et en fait, c'est au bout d'un an que je m'écroule. Au niveau psychique, au niveau traumatisme. Et c'est à ce moment-là que je suis reconnu par l'armée comme Nechet Tzahal. Alors, il faut comprendre que tout le monde n'a pas été reconnu comme Nechet Tzahal dans cette affaire. Ça, ça a fait grand bruit d'ailleurs. À l'époque, je parle de cette équipe de sécurité civile. La majorité des combattants, oui, mais ceux qui ont eu des séquelles psychologiques, qui n'ont pas été blessés, qui ne se sont même pas présentés en disant oui, j'étais présent, oui, j'ai vu. Ils sont rentrés chez eux, point, ils ont parlé à personne. Ceux-là, ils n'ont pas été reconnus comme blessés de Tzahal. Donc c'était plus compliqué parce que j'imagine que ça donne ouverture à des droits, ça donne voilà, et que eux n'ont pas eu. Ça donne sûrement de l'aide aussi, tant psychologique que matérielle. Ça facilite certaines démarches. Et ça doit pas être facile pour eux encore jusqu'à aujourd'hui, je pense. C'est ça, en fait, ceux qui ont été reconnus, ils ont été pris en charge. Pour leurs blessures physiques, pour leurs blessures morales, pour tous les préjudices. Mais autour d'eux, il y a énormément de gens et de familles qui n'ont pas été reconnus, parce qu'ils sont restés silencieux, parce qu'ils ne se sont pas plaints, parce qu'ils ont tout intériorisé, parce qu'ils ont tout gardé à l'intérieur. Des gens qui ont perdu leur travail, des gens qui sont passés à d'autres travails, des gens qui se sont écroulés au niveau financier, des familles qui ont explosé. Des gens qui, jusqu'à aujourd'hui, ont du mal à vivre au jour le jour parce qu'ils travaillent, qu'on appelle ça, au ralenti. Un exemple, sans citer de nom, un ami de l'équipe de sécurité, un très très bon ami, un Français en l'occurrence. Encore ? Oui, prochainement, si Dieu veut, il doit marier un enfant. Le deuxième enfant dans un laps de temps assez serré. Et ben, il a du mal. Il a du mal pas parce qu'il est fainéant, c'est quelqu'un qui se lève tôt, qui travaille dur et qui se donne du mal. Mais il a du mal parce qu'il vit avec cet événement, la Simta est avec lui. Et on essaye, si on avait une organisation, si on avait une association, quelque chose... Rien ne s'est monté après. Rien ne s'est monté. Alors aujourd'hui, on se dit, bon, alors on va essayer de lui donner un coup de main, on va faire quelque chose. D'ailleurs, j'invite les personnes qui nous entendent à prendre contact avec moi, si quelqu'un est sensibilisé par ce cas en question, et pour aider notre ami... On donnera votre numéro de téléphone tout à l'heure, bien sûr, si on peut aider. Je suis sûre qu'il y a des gens qui sont tout à fait sensibles à cette histoire, à cette cause, et bien sûr qu'on pense encore à ceux qui ont besoin d'aide. On peut pas les oublier. Alors vous dites que, bon, bien que vous ayez été reconnu comme handicapé ou invalide de l'armée, je ne sais pas comment on peut traduire ça, vous vous écroulez un an après. Je m'écoule un an après. Je tiens à dire quand même que la première entrevue que j'ai faite avec des élèves à qui j'ai raconté, les élèves du Rav Aviker, cette première conférence que j'ai donnée va donner suite à des centaines de conférences que je donne jusqu'à aujourd'hui, qui dans un premier temps m'a donné un effet d'électrochoc puisque je me suis écroulé, mais dans un second temps va être l'un des éléments les plus prometteurs dans ma réhabilitation, puisque le fait de parler aux gens, ça va énormément aider. C'est un peu comme si vous rendiez justice à tous ceux qui n'étaient plus là.
je rends justice et je témoigne et j'explique ce qui s'est passé. Je parle de l'héroïsme de ces combattants qui ont quitté la table de Shabbat, des miracles et de cette réalité-là de gens qui font passer la vie des autres avant leur propre vie. Et c'est grâce à cette première conférence que j'ai donnée, qui a donné suite à d'autres conférences. Maintenant... Oui, non, mais allez-y, pas de problème. J'ai plein de questions, mais je vous écoute avec plaisir. Maintenant, ma réhabilitation, mon shikoum, comme on dit en hébreu, a duré à peu près 4 ans. Le high-tech, c'est fini pour moi. J'ai essayé d'y retourner. Alors c'est ça qui est intéressant, parce qu'après un événement comme ça, vous avez dit, j'ai été sauvé pour vivre une vie normale, etc. Mais on ne peut pas, c'est pas possible. D'ailleurs, vous n'avez pas pu reprendre votre activité professionnelle. Vous n'êtes plus aujourd'hui ingénieur en informatique. J'ai quitté l'informatique définitivement. Ouais. J'ai essayé C'était quoi? C'était trop dur de faire la même chose? C'était comme si... J'arrivais plus à m'y intéresser. Et pourtant, c'est un domaine qui m'intéressait. Quand je programmais, je travaillais sur des produits, pas des produits de mode, mais des produits qu'on appelle ça embarqués sur des avions de chasse, des choses très intéressantes, des choses qui sont au top de la défense. Vraiment, c'est des choses qui sauvent des vies, mais à partir du moment où j'ai décroché, j'ai eu beaucoup de mal à y retourner, mais j'ai essayé et j'ai envoyé des CV et j'ai envoyé des CV. Et on vous a dit c'est super, vous êtes Gibor Israël, mais j'ai envoyé des CV comme des bouteilles à la mer parce que finalement, les gens en Israël, on vit dans un peuple très patriote. On prête main forte aux gens qui ont vécu des événements difficiles. Malheureusement, des sociétés high-tech sont pas des philanthropes. C'est pas des irgounei chesed, comme on dit en hébreu. Voilà, c'est ça. Et on me dit, écoute, kol hakavod, mais quand on voit ton CV, on voit que tu as travaillé ici 2 ans, et puis ici 1 an et demi, t'es pas très stable, on t'aime bien, mais pas chez nous. Tu peux pas bosser chez nous. Donc, de toute façon, de par toi-même, c'était plus tout à fait ça. Et en plus, on t'a pas tellement tendu la main. Donc, tu fais autre chose. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand on quitte le high-tech en catastrophe, qu'on est considéré comme PTSD, post-trauma disorder, quelque chose, enfin, c'est les termes techniques, qu'on prend des médicaments tous les jours, qu'on voit des psychologues, on va faire de l'agriculture. C'est ce que tu as fait. C'est ce que j'ai fait pendant 2 ans. Ça t'a aidé? Énormément. Mais c'est quoi, ça veut dire disorder? On fait des cauchemars, on dort pas la nuit, on peut pas parler à ses enfants, on peut pas parler à sa femme, c'est quoi? On est très renfermé sur soi-même. Un blessé qui rentre à la maison, c'est quelqu'un qui a tendance à vivre sa maladie, sa blessure, très introverti. Il ne comprend pas que la famille souffre pas moins. Et lorsque la famille dit « Bon, ça va, écoute, participe », on dit « Mais vous ne comprenez pas ce qui m'est arrivé, vous ne comprenez pas ce que je vis tous les jours ». En fait, ce que nous, on ne comprend pas, c'est que la famille qui est autour, la femme et les enfants, souffrent pas moins. Je me souviens que les premières années, j'ai les mains qui se sont refermées, j'étais refermé sur moi-même et j'avais du mal à ouvrir les mains pour enlacer un enfant. J'avais du mal à m'intéresser à autre chose qu'à ma petite personne. Ma femme ne m'a jamais laissé tomber, elle m'a toujours encouragé, elle m'a toujours dit « Écoute Alexandre, si tu n'es pas ingénieur, tu seras autre chose, il n'y a pas de saut métier. Et on achètera une voiture moins chère et on arrêtera donner des cours de danse et des cours de sport. C'est pas grave. Et on redémarrera. » Donc, elle m'a toujours soutenu, elle a toujours été fière de moi. Donc, vous avez été agriculteur, vous avez fait du vin, vous avez passé un diplôme, parce que vous êtes retourné étudier. C'est pas un problème de cognitive. Voilà, c'est ça, de difficulté à apprendre de nouveau. Pas du tout. C'est vraiment l'activité en elle-même, c'est faire ce que vous faisiez avant qui était plus possible pour vous, comme si ça vous ramenait à une vie qui n'existait plus. Donc, vous avez fait tout ça. Un Dassaï en électronique, c'est une espèce de BTS en électronique que vous avez passé. Vous avez fait du marketing. Bref, vous avez fait plein de choses. J'ai essayé pas mal de choses, ouais. Et puis, on est 4 ans après, patatrac. C'est même 6 ans après, c'est en 2008. Alors, un peu plus de... Ok, donc 6 ans après. 6 ans après, j'ai fini le shikoum, la réhabilitation qui a duré 4 ans. Donc, je suis déjà presque 2 ans après le shikoum. Donc, normalement, ça devrait aller de mieux en mieux. Ça devrait aller mieux. Et vous faites une crise cardiaque. C'est ça, donc j'ai déjà fini... C'est quand même un truc de dingue. J'ai travaillé pendant 1 an dans un marketing technologique qui met en valeur ce que je connais dans la programmation et dans l'électronique. Vous faites votre trou, vous commencez à vous refaire, on va dire. Mais là, c'est le coup de grâce. Et là, patatras, c'est la catastrophe. Ce qui s'est passé, c'est que pendant plusieurs mois, j'ai ressenti des vertiges. J'étais en Milouim. Et je me suis assoupi entre deux tours de garde.
Et je me réveille, je m'aperçois que la cigarette est finie alors que je n'ai à peine de l'allumer. Donc je comprends que j'ai perdu conscience. Je rentre à la maison, j'en informe ma femme. J'ai pas d'antécédent cardiaque. Mais quelques jours plus tard, je m'écroule à la maison. On m'amène en urgence à l'hôpital. En hôpital, je fais un arrêt, ce qu'on appelle Pirpur Khadarin. C'est rock'n'roll la vie avec vous. On s'ennuie pas, on n'a pas le temps de s'ennuyer. Et on me ramène en fait avec le défibrillateur de l'hôpital, le choker. Alors là vous en sortez, ok. De l'hôpital, je sors avec un défibrillateur embarqué, donc encore une cicatrice, mais bon, ça là, on la voit pas, donc c'est pas grave. Mais par contre, le moral, là, il est... Le moral est par terre. Là, c'est par terre. Mais les outils psychologiques que j'ai acquis de par la psychothérapie que j'ai fait me permettent de faire face à ça. C'est-à-dire que l'un des outils, c'est ce qu'on appelle le reprocessing, être capable de prendre tout le balagan qu'on en a à la tête, de balancer tout sur la table et de commencer à trier pour remettre les choses dans leur proportion, me permet en fait de comprendre que ce qui s'est passé, c'est pas facile. J'ai 35 ans, je suis le plus jeune qu'on appelle ça de ceux de la Marlaka Lev de Hadassah Karem. Et quelque part, ça fait aussi mal dans son ego personnel, mais j'apprends à redémarrer. Quelque part, vous avez eu le cœur brisé aussi. Ouais, c'est un peu facile, mais bon. En hébreu, on dit les chol et alev. C'est vrai que quelqu'un qui ressasse, ou ochel et alev. Même de ce côté-là, je me suis très bien remis, je recommence à faire du sport, je réintègre l'équipe de sécurité. Mais un gros problème, j'ai plus de travail, j'ai plus de parnassa, j'ai plus rien. J'ai été menatzel à 100% mes droits de chômage. Et là, bon, vous êtes par terre, quoi. Complètement par terre. Voilà. Je vais crier au secours chez un ami, entrepreneur du bâtiment, Atzmaï, qui s'appelle Uri Amseli de Kiryat Arba. Et encore un Français. En l'occurrence, qui était dans la Simta et qui a été également blessé. Ouais. Donc il sait de quoi vous parlez. Exactement. Et je lui dis, écoute Uri, donne-moi du travail. Et il me regarde les mains, il prend mes mains, il touche mes mains de programmateur, d'ex-programmateur. Il me dit, mais t'as des mains de ballerine, qu'est-ce que tu veux faire chez nous? Chez nous, on casse des cailloux. Je lui dis, donne-moi une chance. Et Uri me donne un pinceau et une peinture et il me dit, tu vas chez Mouchnik, c'est à Hebron. Va peindre la maison de Mouchnik. Alors la maison de Mouchnik, il faut savoir que Mouchnik, c'est un grand peintre israélien qui fait des peintures magnifiques. La maison de Mouchnik, on est en 2008-2009, elle n'a pas été repeinte depuis la libération de Hebron. C'est un poème. C'est bien pour apprendre en même temps. Ouais, 4 mètres de plafond, sans plafond, c'est pas de plafond là-bas. En fait, il m'a jeté à la mer, il m'a jeté à l'eau. Et grâce à Dieu, je m'en sors bien. Et je reviens. Et donc, c'est ce que tu fais toujours aujourd'hui. Alors, c'est ça. C'est-à-dire que chez Uri, j'ai travaillé pendant presque 2 ans. J'ai appris le métier. Très vite, j'ai avancé. Il m'a donné de la responsabilité. Très vite, j'ai compris que j'allais rester dans le bâtiment parce que c'est un métier magnifique. C'est quand même dingue. Quel chemin, c'est incroyable. Vraiment... Et en plus, tu as l'air très heureux de faire ça. Tu ne regrettes pas ta vie d'avant. D'ailleurs, aujourd'hui, je suis venu directement du travail. Ouais. J'ai encore la peinture. Tu ne regrettes pas l'époque où tu étais ingénieur informatique? C'est fini. Je ne regrette pas parce que je suis parfaitement en phase avec le milieu du bâtiment. Entre-temps, en cours du soir, j'ai complété un Dassaï Khashmal, c'est-à-dire un BTS électricité, parce que j'ai compris que je voulais avoir une formation officielle. Et donc aujourd'hui, je suis à mon compte depuis quelques bonnes années, artisan. Et je fais enduit, peinture, électricité et d'autres petites choses autour. Et je suis très satisfait. Peut-être on n'a pas entendu parler de moi parce que j'aime pas faire de la pub. En général, c'est les clients qui font la pub. Ouais. Mais, c'est du bouche à oreille. Mais tu es complètement là, dans cette vie-là. Tu as fait la paix avec toute cette histoire. D'abord, j'ai fait le deuil de ma précédente carrière qui a été avortée. Excusez-moi si j'utilise des termes douloureux. Non, mais je comprends. C'est difficile de faire ce deuil-là. J'ai appris à faire le deuil du high-tech. C'est difficile. C'est difficile, mais c'est possible. Okay. Et c'est possible si la famille est derrière nous, si la femme est capable de faire un sourire, de dire c'est pas grave, je suis fier de toi et c'est beau ce que tu as fait, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui. Ouais. Sans ça, on s'écroule. Et il y a des Olim Khadashim qui avaient des métiers particuliers en dehors d'Israël, que ce soit en France ou en Russie ou n'importe où ailleurs. Ils ont changé aussi. Ils arrivent en Israël et ils sont bouleversés parce qu'ils comprennent qu'ils n'arrivent pas à retourner dans le même métier. On peut faire des changements, c'est pas grave. Il y a plein de belles choses à faire en Israël. Peindre une maison en Israël, c'est construire Israël. Changer une prison en Israël, c'est construire l'État d'Israël. Qu'est-ce que tu gardes de tout ça quand tu penses à cette Simta, comme tu l'appelles La Simta, c'est temps zéro.
c'est l'instant où le continuum espace-temps, si on peut dire, pour ceux qui aiment la science-fiction, c'est brisé. La Simta, c'est... il y a les événements avant la Simta c'est la ruelle en hébreu, et les événements après la Simta. Quand on essaie de se remémorer un événement, on dit c'était avant ou après la Simta pour les initiés, bien évidemment. Donc la Simta, on ne peut pas l'effacer. Le traumatisme, on ne peut pas l'effacer. On ne peut pas dire quelqu'un qui a vécu un événement difficile qu'il va l'oublier. L'effacer, c'est sûr que non. Le dépasser aujourd'hui. On se familiarise avec cet événement-là. On est capable de mettre ce vilain génie dans une bouteille et de le rencontrer tous les jours, mais on n'ouvre plus jamais la bouteille. On est conscient de son existence. C'est comme ça qu'on le dépasse, le traumatisme. C'est comme ça qu'on dépasse le traumatisme. On voit ce mauvais génie et on n'a pas peur de l'affronter dans un miroir, on n'a pas peur de l'affronter dans différents événements, mais on n'ouvre plus jamais cette bouteille, parce que sinon il nous éclate à la figure. Alors aujourd'hui, tu as un 8e enfant. Exactement, j'ai un 8e enfant qui est né il y a 1 mois et demi, un peu plus même, et dont on a fait la Brit Mila, la circoncision, le Shabbat Akvura, le Shabbat de la Simta, le Shabbat où tout Kiryat Arba commémore l'événement de la ruelle, Shabbat Vayetse. Et vendredi soir, à 8h30, à l'heure où tu es sorti, où mon cœur s'est arrêté pour la première fois, et on était en train de faire la Brit Yitzhak, la fameuse Shlom Zachar pour nos frères Ashkenazim. Et je peux vous assurer que c'était un Brit Yitzhak très miragesh. Le lendemain matin, samedi matin, on a fait la Brit Mila. Et on a eu l'honneur de faire, dans ce Shabbat-là, qui a été marqué, le Shabbat Akvura, on a eu l'honneur de faire l'Avdala ben Dam les Dam, entre le sang de la Simta et le sang de la Brit. Et tous les amis étaient là autour de nous, les amis des combattants et d'autres personnes. C'était un événement très fort. Ouais, très meragesh, vraiment très émouvant. Très meragesh. Et le petit s'appelle David. C'est ce que j'allais vous demander. David Nissim. David parce que c'est le roi David. On est allé sur des superlatifs. David qui a commencé sa royauté à Hebron 7 ans avant de monter à Jérusalem. Et Nissim parce qu'on a voulu aller sur le maximum. Ça veut dire miracle. Exactement, les miracles. Voilà. Et on va terminer ce mot, cette émission avec ce mot, miracle. Je crois que ça te colle à la peau, ça te va bien. On est contente d'avoir pu te parler aujourd'hui. Voilà, tu veux rajouter un mot ? Je veux rajouter un mot. Encore une fois, je voudrais mettre le point sur le fait que ceux qui permettent à ces blessés de revivre, c'est leur famille, leurs femmes, leurs enfants. Il y a une association qui t'a aidé aussi, One Family. C'est une association One Family qui m'a beaucoup soutenu. Et c'est ces gens qui ont, durant toutes ces années, qui ont frappé à la porte, en disant « Alex, comment tu vas ? Il y a un petit cadeau. Viens, on va amener les enfants au square pour que tu aies un petit peu de silence, pour que tu puisses un petit peu te ressourcer. » C'est ces gens qui se sont intéressés à nous, un qui se fait appeler le frère des blessés, l'autre qui se fait appeler le père des blessés. Il y a des gens fantastiques comme ça qui vont visiter tous ces blessés. Ce sont ces gens qui sont venus vers nous, qui nous ont soutenus, mais c'est surtout les enfants. Et là, je voudrais raconter une petite anecdote réelle. Lorsque j'ai intégré... Juste avant que vous terminiez sur l'anecdote, puisque vous parliez des blessés, que justement vous témoignez pour l'avoir vécu dans votre chair, que ceux qui vous ont aidé juste par de l'aide, par leur proximité, eh bien ça vous a beaucoup soutenu, ça vous a aidé à sortir de ce traumatisme que vous portez bien sûr, mais ça vous a aidé à le dépasser, on va dire. Je vais donner juste votre numéro de téléphone parce que vous voulez côtoyer encore ces gens qui sont peut-être qui ne sont pas sortis de ce traumatisme-là et qui ont besoin d'aide. Donc je vais donner ton numéro de téléphone pour ceux qui veulent. Vous pouvez bien sûr te contacter puisque ce sera peut-être plus discret. Et puis tu sais quoi faire. Alors 054 7 52 24 30. Voilà, vous pouvez appeler Alex et puis il pourra sûrement aider d'autres. Le projet qui est actuellement vraiment à chaud, c'est ce fameux mariage de l'un des enfants d'un copain qui était dans la cimetière, qui était dans la ruelle et qui a du mal et qui a beaucoup de mal, et je pense qu'on peut lui tendre la main, lui donner un petit coup de main. Ok, bon voilà, ce sera fait. Alors on finit avec le mot de ton fils. Voilà, mon fils. Voilà. Lorsqu'il je voulais finir avec les miracles, mais c'est comme tu veux.
Oui, mais ça fait partie des miracles. Je plaisante. Parce que pour Mais des bien petits-enfants sûr. comme ça, et cette présence d'esprit, c'est de l'ordre du miracle, puisque mon fils avait à l'époque 7 ans. Et j'ai décidé de réintégrer l'équipe de sécurité à laquelle je participe aujourd'hui activement. Qu'on appelle ça, avec le beeper, qui peut retentir à n'importe quel moment. On a eu de la chance, on a eu une émission calme, le beeper n'a pas sonné. J'ai mis le beeper sur la table un jour et j'ai dit à mon fils, je lui ai dit, dis-moi, si le beeper sonne, est-ce que tu acceptes que j'aille sauver quelqu'un en danger ? Et Arié me regarde et il me dit, écoute papa, si le beeper sonne, tu nous as expliqué, c'est du pikuach nefesh, quelqu'un en danger, il faut aller le sauver. Et là, je lui montre la cicatrice, qu'on appelle dans la famille le smiley, le sourire, parce que c'est une grande cicatrice. Et je lui dis, est-ce que tu es prêt à ce que je me sois blessé une fois de plus ? Et le petit Arié me dit, écoute papa, si tu y vas pas, alors peut-être le papa de mon copain ne rentrera plus jamais à la maison. Mais si tu vas le sauver, alors peut-être toi tu seras blessé et peut-être le papa de mon copain sera blessé. Mais tous les papas rentreront à la maison. Quand j'entends cette phrase magnifique de ce petit enfant qui a vécu dans sa chair cet événement traumatisant, qui est capable de choisir, de s'en souvenir avec un souvenir de gvoura, c'est-à-dire d'héroïsme, de miracle, qui est capable d'utiliser cet événement comme tremplin pour la suite de la vie, je me dis que... On est bien gardé. Voilà, que l'avenir d'Israël est en deux bonnes mains, des petites mains d'enfants, mais en deux bonnes mains. C'est sûr. Ok. Eh bien, merci beaucoup, Alex Ben-Zekri, d'être venu, de vous être livré, voilà, d'avoir ouvert votre cœur. J'espère que bien l'avenir sera bleu, rose, de toutes les couleurs pour vous. En tout cas, que du bon, que des bonnes choses pour vous, vraiment. Merci. Voilà, et à très bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir. כמה טוב שבאת הביתה, כמה טוב לראות אותך שוב. Ils ont relevé le défi de l'Alia. Studio Kalita vous raconte leur histoire. Alia Story, c'est vous, c'est nous.